Bonjour Charles de Courson. Bonjour. Bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes député Lyotte de la Marne, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Alors monsieur de Courson, le président de la République va donc prendre la parole la semaine prochaine à la télévision. Emmanuel Macron qui devrait proposer plusieurs référendums avec des thématiques à définir. Et puis dimanche, dans le journal du dimanche, nous apprenions que François Bayrou, lui, voulait un référendum sur les déficits publics. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Non, je n'y comprends rien. Le Premier ministre a lancé cette idée. Est-ce un projet de loi organique pour imposer le retour et qu'on ne puisse pas voter une loi de finances et une loi de financement de la sécurité sociale qui ne soit pas à l'équilibre? C'est une vieille idée, c'est une idée allemande d'ailleurs, puisque les Allemands l'avaient fait et l'avaient mis dans leur constitution. Est-ce que c'est sur le temps scolaire? Alors là j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'un référendum sur le temps scolaire? Êtes-vous d'accord pour remonter le temps scolaire, pour le diminuer Enfin, je veux dire, ce n'est pas du domaine, me semble-t-il, d'un référendum. Est-ce que c'est sur des institutions? On ne sait pas. Attendons le 13 mai. Mais alors si pour vous, pour Charles de Courson, il y avait un sujet qui s'impose et qu'il faudrait soumettre par référendum aux Français, quel serait-il? Sur les finances publiques, un référendum sur l'obligation, à terme, ça ne se fera pas en un jour, mais que d'ici 5 ans, 7 ans, tout budget qui n'est pas au moins à l'équilibre de fonctionnement pourrait être effectivement un sujet. Ah oui, donc faut-il voter un budget sans déficit? En déséquilibre de fonctionnement. Voilà, l'interdire. Comme on l'a interdit d'ailleurs à toutes les collectivités. Que diraient les Français? Je crois que les Français, ils sont inquiets. Et ils se disent, mais moi, dans mon budget personnel, si je dépense plus que je gagne, ça ne durera pas longtemps. Et mon banquier, il me coupera les vivres. Voilà. Et donc, les Français, ils disent, pourquoi on ne peut pas continuer comme ça? Mais comment alors on fait? Monsieur de Courson, vous êtes au cœur de la machine des finances publiques à l'Assemblée nationale. Vous tenez vraiment les cordons, entre guillemets, de la bourse, si je puis dire. Depuis quelques jours et quelques semaines, nous avons différents ballons d'essai. Jusqu'à cette question sur l'abattement fiscal de 10% pour les retraités. On voit que le Premier ministre a fermé la porte déjà dimanche. Qu'est-il en train de se passer réellement sur une question aussi sensible? Non, mais l'ordre de grandeur des économies qu'il faut faire sur les dépenses, il faut arrêter de croire qu'on va redresser les finances publiques en augmentant massivement les recettes, alors que nous sommes le peuple qui a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de toute l'Europe, voire du monde occidental. Et donc, il faut s'attaquer au problème des dépenses. Donc, la question, c'est où est-ce qu'on peut faire des économies justes? Je vais vous donner un exemple. C'est important ce que vous dites, des économies justes. Absolument. À cette condition, seulement à cette condition que les Français pourraient consentir à des efforts. Alors, qu'est-ce qui pourrait être juste? Je vous donne quelques exemples. Est-ce qu'il faut continuer à avoir ce système de bonus-malus sur les voitures électriques et pénaliser les moteurs thermiques? Bon, écoutez, est-ce que c'est raisonnable? Premier exemple. Deuxième exemple, est-ce que vous pensez que sur les exonérations de charges sociales patronales, il est raisonnable d'aller jusqu'à 2,5 SMIC? 2,5 SMIC, c'est grosso modo 4 000 € par mois. Qui gagne 4 000 € par mois? Est-ce qu'on a besoin d'exonération? Troisième exemple, prenez sur les dépenses fiscales. On a un crédit d'impôt qui est le deuxième, qui représente plus de 6 milliards de dépenses sur ce qu'on appelle les services à domicile. Bon. Est-ce qu'il est raisonnable de continuer avec un taux de 50%? Est-ce qu'on ne peut pas un peu le baisser? Vous voyez, ça me paraît tout à fait raisonnable. Des propositions raisonnables, il y en a une que vous ne citez pas et qui apparaît généralement assez rapidement dans l'esprit des Français, ce sont les agences de l'État. Oui, mais... Monsieur de Courson, quand même, autant d'agences, autant de missions, est-ce qu'on ne peut pas les rendre un peu plus efficientes, certaines? Mais que de démagogie là-dessus. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi? Mais je vais vous dire tout simplement. Le problème n'est pas qu'il y ait des agences, le problème c'est les missions qu'elles assument. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces missions sont toujours fondées? Est-ce qu'il ne faut pas supprimer certaines de ces missions et en tirer les conséquences? Mais ça fait 10-20 ans qu'on aurait pu se poser la question, ne sont-elles pas en doublon avec les missions de certains ministères? À ce moment-là, qu'on les dissolve et qu'on réintègre ça dans le budget de l'État. Mais croire que
que par ce mécanisme, vous allez faire des économies considérables, c'est une totale illusion. D'ailleurs, je remarque, Madame la ministre du Budget, quand tu lui poses la question, pouvez-vous nous donner la liste de celles que vous voulez supprimer ou fusionner et quelles seront les économies qui en découleront? Amélie de Montchalin ne donne pas de réponse claire pour vous? On attend toujours les réponses. Voilà. Le niveau de la dette, Charles de Courson, n'a cessé de croître avec 1000 milliards depuis 2017. C'est Emmanuel Macron, selon vous, le seul responsable, en tous les cas le plus grand responsable à vos yeux? Mais je pense que le président de la République a commis une faute grave lorsqu'il a dit « quoi qu'il en coûte ». Ce n'est pas une position d'un homme d'État de dire quoi qu'il en coûte. Bien sûr, plusieurs Français en ont bénéficié pourtant. Lors des crises successives, il fallait bien entendu intervenir. Le problème, c'est qu'on est allé beaucoup trop loin et pendant beaucoup trop longtemps. Sur les 1000 milliards supplémentaires entre 2017 et aujourd'hui, il n'y en a que 250 milliards. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le gouvernement qui sont liés aux crises successives, Covid, l'affaire russo-ukrainienne, etc. Donc il en reste 750. Et prenez l'exemple de la Covid, était-il responsable de demander aux banques de prêter 140 milliards à taux 0,5%, garanti à 90% pour la plus grosse partie par l'État. C'était pas responsable. Mais pardonnez-moi, pourquoi ne pas l'avoir dit à ce moment-là? Tout le monde était content qu'il y ait tous ces amortisseurs. Non, moi, pas moi. Vous vous êtes élevé contre cela. Et donc, le gouverneur de la Banque de France, quand tu lui as posé la question, ça a servi à quoi ces 50 milliards? Il dit déjà, il y en a eu 70 qui sont restés sur les comptes bancaires des entreprises. Bon. Et le reste a soutenu des entreprises dont certaines étaient condamnées. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, avec une très forte remontée des dépôts de bilan. Vous voyez, donc, il fallait intervenir, mais on est allé beaucoup trop loin. Ça a été... Moi, j'ai des amis chefs d'entreprise qui me disent « j'ai jamais aussi bien gagné ma vie en faisant rien ». Non, mais attendez. Oh là, cette parole va faire réagir. Mais bien sûr. Mais attendez, c'est vrai en plus. Donc on a ouvert les caisses et aujourd'hui, qui doit payer? Donc les Français de manière générale. Quand le Premier ministre Charles de Courson dit qu'il faut travailler, alors là, on connaît la musique, si je puis dire, et la rengaine, que les Français ne travaillent pas suffisamment. Est-ce que le problème, c'est pas le taux d'activité, selon vous, une fois pour toutes dans notre pays? C'est la variable centrale, mais au debout de la chaîne, si je puis dire. C'est-à-dire que les Français ont tendance à commencer à travailler plus tard que les autres jeunes Européens. Pourquoi? On a peut-être un problème d'orientation. Quand on voit les taux d'échec dans nos universités, il faudrait peut-être commencer à s'interroger là-dessus. Et est-ce qu'il est intéressant pour un jeune de faire des études, on se réoriente, vous voyez, on perd son temps. Et du point de vue des recruteurs, parfois, c'est pas très bon. Et de l'autre côté, ce qu'il faut, c'est encourager les Français à travailler plus longtemps, mais par des moyens incitatifs. Pourquoi on maintient encore toutes ces règles anti-cumul emploi-retraite? Si les retraités veulent retravailler, eh bien qu'ils retravaillent. Et qu'on en tienne compte en reliquidant leur retraite. On entend ces propositions, nos auditeurs et téléspectateurs sur CNews et Europe 1 sont sûrement très attentifs, mais que leur répondez-vous? Que répondez-vous à certains d'entre eux qui ce matin se disent ça fait quand même 40 ans qu'on nous demande un peu tout et son contraire et que à la fin, eh bien, la caisse a été cramée? Oui, bien sûr, mais il faut en sortir. C'est encore possible, Monsieur de Courson? Est-ce que vraiment l'État n'est pas en faillite, comme l'avait dit un ancien Premier ministre il y a déjà quelques années? En faillite, puisque quand vous regardez le bilan de l'État, qu'est-ce qu'on a? On a, sur le seul État, on a 2700 milliards de dettes. Et vous savez ce que représentent les actifs? Dites-nous. Les actifs, c'est à peu près 1000 milliards. Donc l'actif net est négatif de la différence. Donc on voit bien que si l'État était une entreprise, ça fait longtemps qu'il serait au tribunal de commerce. Au tribunal de commerce. Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a encore des acteurs économiques qui prêtent à l'État français? Tout le monde connaît la réponse. Parce que... Vous pouvez l'énoncer clairement ce matin?
C'est très simple, parce qu'ils pensent que tant que les Français payent leurs impôts, les intérêts de cette dette seront toujours payés, et comme on serait en dette pour rembourser une partie de notre dette, vous savez, cette année, on va s'endetter de 300 milliards supplémentaires pour rembourser 150 milliards. Donc en net, ça sera 150 milliards supplémentaires sur la dette de l'État. Ce qui montre aussi combien, l'adhésion des Français est importante. Bien sûr. Si nous ne l'avons plus, nous sommes techniquement en dépôt de bilan. Bien sûr. J'ai beaucoup de mes concitoyens qui disent, mais qui porte la dette? Mais je dis, toi. Comment, moi? Je dis, tu as bien une assurance vie. On a le dos bien large. Tu as bien un contrat d'assurance vie, puisqu'en moyenne, chaque famille a 2 contrats d'assurance vie. Je dis, tu as regardé ce qu'il y a dans ton assurance vie? Tu verras, tu portes, grosso modo, les assurances vie françaises portent 25 à 30% de la dette française. Lorsqu'il y a eu, Charles de Courson, les écarts de prévision, le fameux dérapage de 50 milliards, d'ailleurs pour 40 milliards sur les recettes et à peu près 10 milliards sur les dépenses, vous dites que ça remet en cause toutes les méthodes d'évaluation des recettes et que les ministres doivent assumer et qu'ils sont responsables. Mais le Parlement a laissé passer tout cela. Écoutez... Vous avez tous été dupés collectivement à ce point? Non. Moi, j'ai fait un travail d'une 50aine de pages que j'ai exposé devant la commission des finances, érigée en commission d'enquête. Prenez la TVA. C'est la 3e année consécutive qu'on nous explique que les modèles macroéconomiques expliquent que le taux d'épargne est extrêmement élevé, on est à 18%, allait redescendre et donc la consommation allait reprendre. Ça fait 3 ans qu'il se passe exactement l'inverse. Pourquoi? Je dis, vos modèles, ils sont complètement dépassés. Car il y a un changement du comportement des acteurs et les modèles, ils sont calés sur le passé. Donc vous ne pouvez pas préparer l'avenir avec des modèles. C'est de l'amateurisme, c'est de la naïveté, c'est du cynisme? Non, je pense que c'est aussi lié au monopole de la prévision des recettes qui est entre les mains de la Direction générale du Trésor. Et ce que j'ai reproché aux ministres successifs, c'est quand ils sont venus nous expliquer qu'ils y étaient pour rien, que c'était la faute au service, comme ils disaient, c'est scandaleux. Quand vous êtes ministre, vous êtes responsable de vos services et vous devez assumer. Très sincèrement, Charles de Courson, puisqu'on parle de ce ministre qui est l'ancien ministre de l'économie, Bruno Le Maire, lui il dit, mais à chaque fois que j'ai tenté d'avancer une piste d'économie, tout le monde m'est tombé dessus parce qu'il y a des corporatismes, des précarés, des chasses gardées, etc. Est-ce qu'il a vraiment tort? Mais est-ce qu'il a fait un plan d'économie? Le problème de M. Le Maire, qui a été 7 ans ministre des Finances, c'est qu'il a couvert une dérive complète des finances publiques. Mathieu Lefebvre, co-rapporteur du texte, n'est pas sur la même ligne que vous, la même conclusion. C'est étonnant. Partant d'un constat, vous n'arrivez pas aux mêmes conclusions. Mais j'ai dit à Mathieu Lefebvre, puisque c'est vous que vous citez, qu'il est indigne, lui aussi, d'expliquer que tout ça, c'est la faute au service. Eh bien ça, ce n'est pas responsable. Ça veut dire que les ministres ne servent à rien, qui n'ont aucun poids, qui ne sont que l'expression de leur service, qu'ils sont incapables d'imposer une ligne. Moi, j'aurais été Monsieur le maire, quand les services me disent l'impôt sur le revenu produit 2023 57 milliards et l'année prochaine on va faire 72, je leur ai expliqué, moi, je ne savais pas que les entreprises françaises avaient des bénéfices qui avaient explosé. Donc expliquez-moi comment vous pouvez prévoir cela. Et on a fini à combien? À 57. Vous êtes souvent décrit, Charles de Courson, et on l'entend aujourd'hui, ce matin, par la rigueur, en tout cas dans la maîtrise des dossiers des finances publiques. Vous êtes décrit comme le chevalier blanc des finances publiques. Mais comme charité bien ordonnée commence par soi-même, est-ce qu'il y a aussi des économies à faire au niveau du Parlement? Je le dis sans démagogie, je suis allée voir dans les centaines de pages du budget de l'État pour 2025. J'ai trouvé 2 toutes petites lignes, mais toutes petites, rangées dans la case pouvoir public. Et en réalité, pas grand-chose n'a été demandé, si je puis dire, à l'Assemblée et au Sénat. Je consens que c'est peut-être pas ça qui va sauver nos finances. Non, mais c'est symbolique, si vous voulez. Et on peut parfaitement réduire le budget de l'Assemblée nationale et du Sénat. Grosso modo, la somme de ces 2 budgets, c'est 1 milliard. Voilà, bon. Alors vous me direz, 1 milliard sur un budget de 500 en bonne comptabilité, 570 milliards. Bon, mais peu importe, c'est symbolique. Et je dis toujours, mes collègues sénateurs n'aiment pas que je dise cela, mais quand vous voyez les comptes du Sénat et qu'ils ont accumulé
des fonds propres considérables. Est-ce qu'ils ne peuvent pas, ce qu'avait fait l'Assemblée nationale il y a bien longtemps, on en a rendu à l'État une partie, vous voyez. Alors ils disent ça garantit nos retraites. Je veux dire, attendez, vous ne pouvez pas défendre ce genre de thèse. Oui, l'Assemblée nationale et le Sénat devraient donner l'exemple. Monsieur de Courson, je vais conclure par deux questions, si vraiment c'est possible pour vous de me donner des réponses rapides, parce que vous êtes un expert des finances publiques et un responsable politique. Si vous étiez président de la République, est-ce que vous recevez à l'Élysée le leader syrien, qui est un ancien d'Al-Qaïda et pour lequel les renseignements ont de sérieux doutes qu'il ait encore des liens avérés? Est-ce que vous le recevez? Écoutez, oui, il y a un non, principe de réalisme. Vous êtes bien obligé de négocier avec des gens dont vous ne partagez pas forcément les orientations. C'est lui qui, aujourd'hui, essaie d'exercer le pouvoir en Syrie. Il faut bien le recevoir, essayer de lui expliquer que l'intérêt bien compris de la Syrie, et s'il veut l'aide occidentale, c'est de respecter l'extrême diversité du peuple syrien. Dont acte. Autre question, Laurent Wauquiez estime que la France insoumise est une menace et qu'il faudrait un cordon sanitaire, même une commission d'enquête sur les liens entre LFI et les islamistes. Est-ce qu'il faut un cordon sanitaire autour de LFI? Vous êtes le député qui a la plus grande longévité à l'Assemblée, vous connaissez tous les bancs. Êtes-vous d'accord? Vous savez, j'ai toujours eu horreur de ceux qui jettent des fatwas à l'égard des autres. Vous voyez, ils ont été élus comme chacun d'entre nous. Et donc, ils doivent être respectés en tant que tels. Le peuple français les a élus, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Première remarque. Deuxième remarque, je pense que l'intérêt d'une démocratie, c'est être capable de dialoguer avec tout le monde. Voilà. Et de ne pas jeter des interdits, des fatwas, quoi qu'on pense sur le fond. Dialoguons. En tout cas, merci pour ce dialogue ou cet entretien constructif, je l'espère, pour nos auditeurs et téléspectateurs. Charles de Courson, je vous dis à bientôt et bonne journée. Bonne journée.